Bonjour, bienvenue à ce deuxième événement de la série à la fois autochtone et indien, réalité et enjeux Adivasi en territoire sud-asiatique. C'est le deuxième événement. Nous avons eu lundi dernier une discussion avec Al Pacha sur son livre sur la jungle des insurgés. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir deux chercheurs dans des mondes adivasi très différents, si on peut dire. Le premier, Pierre-Alexandre Paquet, entre revendications territoriales et protection de la biodiversité, le cas des éleveurs pastoralistes semi-nomades Van dans le nord-ouest de l'Inde. Et en deuxième partie, une présentation d'Émilie Parent, sorcellerie et guérison chez les Cachis du nord-est de l'Inde. Avant que l'on débute, j'aimerais remercier nos partenaires, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, gouvernement du Québec, Université de Sherbrooke, avec la participation de Serge Granger, l'Université Laval avec la participation de Catherine Larouche, l'UQAM et le CERIAS, le Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et l'Université de Montréal, l'Université de et de l'Asie du Sud, excusez-moi, l'Université de Montréal avec Diana Dimitrova, et également l'ERCA, l'équipe de recherche sur les cosmologies autochtones. Alors, la façon dont on prévoit découper l'événement aujourd'hui, on va débuter par la présentation de Pierre-Alexandre, et ça va être suivi immédiatement par la présentation d'Émilie, et par la suite, il va y avoir une période d'à peu près une demi-heure réservée pour les questions et l'interaction entre nous et les deux présentateurs. Alors, si vous me permettez de présenter Pierre-Alexandre sommairement, il détient un doctorat en anthropologie de l'Université McGill. Ses intérêts de recherche sont l'écologie politique, les impacts sociaux de la protection de la biodiversité et l'élevage pastoraliste. Puis il a commencé dès 2012 à travailler auprès des Van-Gujjar, ces éleveurs de bœufs semi-nomades du nord-ouest de l'Inde. Et puis, à l'exception des pâturages de Sankri, qui sont en Uttarakhand, les droits territoriaux des Van-Gujjar ne sont pas officiellement reconnus par les gouvernements locaux, les États fédéraux, les États et également le gouvernement fédéral. Alors, pour les Van-Gujjar, dont le droit d'accomplir leur migration saisonnière est primordial à la survie du bétail et de leur économie traditionnelle. Alors, Pierre-Alexandre, ici, a développé au cours des 2 dernières années de recherche postdoctorale au Nelson Institute for Environmental Studies de l'Université de Wisconsin à Madison, un protocole d'analyse de données géographiques pour mieux comprendre les interactions entre les Van-Gujjar et leur territoire. Alors, c'est ça que Pierre-Alexandre va nous présenter. Alors, merci beaucoup, Pierre-Alexandre. La parole est à toi. Donc, le micro fonctionne toujours? Vous Oui, m'entendez? c'est très Oui, bien, parce que merci. la parole, ça prend toujours un micro dans les circonstances. Laissez-moi partager. Et est-ce que vous voyez bien les diapositives? On fait quelques photos? Oui, Oui, c'est très super. bien ça. Donc, je dois dire que quand j'ai commencé à écrire cette présentation, je voulais vraiment établir les bases, puis donner un portrait ethnographique qui sont les Van-Gujjar. Et finalement, cette partie-là a beaucoup pris d'ampleur. Donc, ce que je vous suggère, c'est une présentation donc, qui brosse un portrait qui sont les Van-Gujjar, comment ils affirment leur identité autochtone, indigène, et un peu moins, donc on n'entrera pas dans la cartographie malgré le fait que c'est ce qui a occupé mes recherches dernièrement. Par contre, la période de questions sera toujours l'occasion d'y revenir. Donc, qui sont les Van-Gujjar? Des éleveurs semi-nomades. L'animal qui compose l'essentiel de leur troupeau, c'est le buffle d'eau sud-asiatique. Les Van-Gujjar, eux, semi-nomades, pastoralistes, bougent beaucoup, ce qui est intriguant, car les buffles n'ont pas comme comportement à l'état sauvage d'accomplir de si longues migrations. Mais dans la rencontre avec les Van-Gujjar, la vie des buffles s'est organisée de façon très différente.
On les retrouve surtout, voilà, on les retrouve surtout, les Van Gujjar, en Uttarakhand et dans la pointe au nord-ouest de l'Uttar Pradesh. Et pendant la saison chaude, on les voit aussi en Himachal Pradesh lorsqu'ils regagnent les pâturages himalayens, donc dans toute cette bande ici d'Uttarakhand et d'Uttar Pradesh. Très important de savoir qu'ils ne possèdent pas le sol qu'ils foulent de leurs pieds ou avec leurs animaux, des sabots des animaux. Mais les Van Gujjar ne sont pas en déplacement constant. Ils accomplissent deux migrations saisonnières. La carte que vous voyez à droite, là, qui est un plan, en fait, une vue aérienne des rivières des Shivalik, montre un des endroits où j'ai le plus travaillé, donc mon ethnographie. Et les Van Gujjar vivent le long de rivières. Ce ne sont pas des zones qui sont desservies par le réseau routier. Il faut vraiment donc marcher ou conduire une moto, ce qui demande une certaine habilité, le long de ces rivières-là. Les Van Gujjar vivent sous le couvert de la forêt dans des zones forestières, dont le gestionnaire d'État, qui est le département des forêts, agit et se présente comme un propriétaire des lieux et il tolère plutôt mal les Van Gujjar. L'application des politiques et les normes de plus en plus strictes en termes de protection de la biodiversité, notamment dans les régions où j'ai travaillé, de protection du tigre surtout, a accru cette intolérance des officiels à l'égard des Van Gujjar, et ça à partir des années 70. Tandis que pendant la période coloniale, on se montrait souvent très intransigeant sur papier, dans l'écriture notamment des Forest Management Plans, mais il était toujours plus facile sur le terrain de négocier un droit d'accès ou de passage. En 1983, à partir de sanctuaires de protection d'espèces aviaires, on a formé le parc national de Rajaji, puis des centaines de familles de Van Gujjar ont été chassées des lieux. Une partie d'entre elles a été réhabilitée, réhabilitée dans des colonies, vous l'aurez deviné, qu'on dit de réhabilitation. C'est le terme qui est employé dans le contexte. Et dans la foulée de ces événements-là, les Van Gujjar de l'Uttar Pradesh, et uniquement à l'époque de l'Uttar Pradesh, parce que c'est avant 2000, l'Uttarakhand a été formé comme étant en l'an 2000, les Van Gujjar étaient connus soit simplement comme Gujjar ou comme Jammu-Wala Gujjar, ce qui était utile pour nier l'histoire des liens intimes que les Van Gujjar ont avec le territoire de l'Uttar Pradesh et de l'Himachal Pradesh. Je m'explique, Jammu-Wala, qui vient de l'État de Jammu. Donc, c'est une façon d'aliéner les Van Gujjar, si on veut, de la région. On raconte que les Van Gujjar sont devenus, ou qu'on a ajouté le mot Van à leur nom, à la suggestion d'un seul homme, que je nommerai Avdesh Kochal, qui portait la cause des Van Gujjar contre le département des forêts à l'époque où les évictions ont eu lieu. Son organisation, le Rural Litigation and Settlement Kendra, ou RULEC, comme on dit quand on utilise l'acronyme, s'opposait à l'éviction. Donc, le Van signifie forêt en hindi, puis la stratégie, bien sûr, de changer de nom, c'était de mettre en évidence la relation privilégiée des Van Gujjar de l'Uttar Pradesh avec le milieu duquel on voulait les arracher. Donc, c'était aussi pour différencier les Van Gujjar de leurs homonymes hindous dont la réputation de caste est synonyme de richesse, pouvoir, succès d'entreprise, dans le domaine du transport notamment. Et là, je dis de caste un peu de façon large, donc de Jati, là, ceux qui connaissent les Gujjar, les Chat, les Aïr, etc. Là, on parle de grands groupes ethniques et qui ont des réputations. Et donc, les Van Gujjar voulaient, et les avocats, ceux qui faisaient de l'advocatie avec eux, voulaient les différencier, les distinguer de ces Gujjar hindous-là. Donc, les Van Gujjar sont musulmans et je reviendrai là à quelques moments pour voir quel enjeu il y a autour de cette identité aussi religieuse, au croisement de l'affirmation d'une identité indigène.
Les Van-Gujjar ne sont pas reconnus comme Scheduled Tribes dans les États où ils vivent, malgré que les Gujars, nomades, musulmans, qui habitent soit en Himachal ou à Jammu, eux le soient. Et encore plus, disons, loufoque ou inattendu, inouï même, c'est que certains Van-Gujjar deviennent Scheduled Tribes pendant la saison estivale, quand ils vont migrer au pâturage. Donc, ils sont reconnus et enregistrés en Himachal Pradesh comme Scheduled Tribes, retournent pendant la saison froide en Uttarakhand ou en Uttar Pradesh, dans les forêts des Shivaliks, des petites collines en comparaison au pâturage himalayen. On est beaucoup plus bas en élévation, en altitude. Bien, là, ils perdent de nouveau leur statut. Donc, pour contextualiser, là, je ne sais pas si tout le monde dans l'Assemblée ce midi est familier. Là, les Scheduled Tribes ou ST sont les tribus répertoriées et souvent, donc de façon assez large, on les considère comme autochtones ou indigènes. Indigènes, c'est le terme que j'utilise le plus, là, une espèce de calque de l'anglais, vous me le pardonnerez. Et c'est du moins le cas là, pour l'Organisation internationale du travail, Survival International, World Group on Indigenous Affairs, les grandes organisations internationales voient les deux termes là, de Scheduled Tribes, Tribals et indigènes comme équivalents. Les Scheduled Tribes ont certains bénéfices, mais l'accès à ces bénéfices-là, comme le système de reservation, l'accès à des services, tout varie bien sûr d'État en État et de groupe en groupe. Puis dans le contexte, une des difficultés donc d'affirmer une identité indigène, c'est que depuis longtemps, le gouvernement indien reconnaît tous les Indiens comme indigènes par opposition aux colonisateurs, envahisseurs britanniques. Pour le gouvernement ethno-nationaliste fascisant actuel, les citoyens hindous sont plus indigènes que les autres, pourrait-on dire, ont plus de droits sur leur territoire. Et c'est l'histoire hindoue. Et vous allez voir, peut-être que dans la présentation, j'ai quelques exemples comment on essaie d'inscrire le fait religieux aussi sur le territoire qui est habité par les Van-Gujjar. Donc, ces questions-là sont bien sûr bien complexes, puis revendiquer l'indigénité pour les Van-Gujjar est très difficile. Intéressant aussi, c'est que les Van-Gujjar donc, ne se sont pas toujours appelés Van-Gujjar, et aujourd'hui, il y a une partie, donc plusieurs Van-Gujjar que j'ai rencontrés regrettent de devoir s'appeler ainsi parce qu'ils disent que s'ils avaient le même nom, s'ils étaient simplement Gujjar, comme les Gujjars d'Himachal ou de Jammu, ça serait plus facile pour eux de revendiquer leur statut de ST parce que les Gujjars là-bas l'ont et que là, cette distinction-là, finalement, est devenue plutôt un fardeau là, dans le contexte où on voudrait faire reconnaître le statut de Scheduled Tribe. Encore récemment, certains groupes plus mobilisés, là, certaines associations Van-Gujjar collaboraient avec le Anthropological Survey of India pour mettre à jour la cartographie de toutes les pratiques culturelles, rituelles, etc., là, de répondre un peu aux attentes très folkloriques de l'État pour remplir des fiches qui mettraient en valeur les aspects plus indigènes, plus authentiques des Van-Gujjar. Donc, il y a des groupes qui militent pour être reconnus comme ST parmi les Van-Gujjar. Dans toute la construction sociale et historique là, que le terme de Scheduled Tribes est venu cristalliser, des éléments aussi intéressants là, en lien avec le fait que les Van-Gujjar soient de la minorité musulmane de l'Inde. C'est que ça rappelle les premiers critères qui avaient été aussi choisis pour établir qu'est-ce qu'une tribu en Inde. Le premier critère, du moins pour les fins de recensement, c'était la religion animiste dans ce cas-ci. Avant le premier recensement, l'utilisation des termes caste et tribu était assez imprécis, parfois utilisé de manière interchangeable. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de distinctions où on pouvait décrire les deux groupes dans la même phrase sans avoir souci là,
de souligner les différences. Et à partir donc de 1901, la religion du membre d'une tribu était l'animisme. Ensuite, le critère est devenu plus tautologique. Dans le recensement suivant, en 1911, était tribal celui qui pratiquait une religion tribale. Et non, je ne sais pas plus que vous ce que ça veut dire, mais c'est ça la beauté d'un raisonnement tautologique, c'est que ça ne veut absolument rien dire. Puis après ça, on a commencé à s'intéresser de façon plus, on va dire, anthropologique, ethnographique, et on a cherché des attributs. On a parlé de tribus plus primitives, backward, pour les recensements subséquents. Et une commission en 1965 chargée même de faire sortir des critères plus objectifs. On parlait d'isolement géographique, donc souvent les zones forestières, ou du moins les zones sous contrôle du département des forêts, par opposition aux revenue lands. Utilisation de technologies considérées comme moins avancées pour les vents de genre. L'aspect qui correspondrait, ce serait sans doute le mode de production pastoraliste comme tel, là, dans son ensemble. Le langage différent de celui de la majorité, voire des traits physiques primitifs, comme si on pouvait distinguer au faciès d'un simple regard qui est membre d'une tribu qui ne l'est pas. Mais pour les Van Goujar, ils accusent toute cette historique-là dans le sens que la prise en compte de la religion persiste. Ça a des ramifications pour eux jusqu'à aujourd'hui. Il semble y avoir un blocage jusqu'à de reconnaître l'indigénité d'un groupe qui est musulman. Et c'est bien sûr très politique. Il y a encore quelques années à peine, tout juste avant la pandémie, le Chief Minister de l'Uttar Pradesh avait même laissé entendre au sujet spécifique des Van Goujar que jamais l'État allait accorder des droits forestiers à des musulmans. Donc, l'aspect religieux invalidait les aspirations territoriales des Van Goujar, mais en fait, c'est toute la revendication identitaire sous-jacente. C'est l'indigénité même des Van Goujar que le chef d'État remettait en cause. Parce que, comme par exemple Xagza le souligne, l'identité indigène, Adivasi en Inde s'accompagne presque toujours à des mécaniques de revendication politique plus englobant des revendications particulières d'un accès privilégié à des ressources naturelles, forestières, des terres, un droit d'accès qui serait justifié par l'existence, l'occupation antérieure et plus ancienne en comparé de tout ce qui se tient en droit adverse, de ceux qui sont soit présumés venir de loin, qui viennent de l'extérieur, ou en tout cas qui n'ont pas la même histoire d'habitation, d'occupation du territoire. Donc, et dans le cas des Van Goujar, c'est vrai parce que toutes les revendications qui se sont faites dans les dernières années, qui ont fini par même, comme je le mentionnais, comme je l'expliquais, les amener à changer de nom, à modifier, à prendre le préfixe Van, c'est tout dans une perspective aussi de défense de l'accès au territoire puis de revendication de droits territoriaux. Et les Van Goujar se mobilisent depuis des années pour que soit aussi appliquée en Uttar Pradesh, en Uttarakhand, la loi sur les droits forestiers qui a été promulguée en 2006 puis qui permettrait de régulariser l'occupation saisonnière qu'ils font des forêts. Leur demande de droits forestiers serait beaucoup plus simple s'ils étaient reconnus comme Scheduled Tribes. Pour une personne qui appartient à une tribu répertoriée, il suffit de prouver qu'on a vécu depuis 2005, depuis la fin 2005, dans un lieu particulier, une forêt particulière, pour pouvoir faire reconnaître ses droits. Bien sûr, il y a tout plein de conditions et des limites qui sont bien établies par la loi. Là, un exemple, c'est qu'on limite à 4 hectares par famille l'étendue du territoire qui peut être réclamé en droit forestier traditionnel privé. Il y a des façons pour des communautés d'asseoir des droits sur un territoire plus grand, mais non pas en possession, en propriété privée. Pour les Van Goujar, qui ne sont pas des Scheduled Tribes, qui ne sont pas reconnus juridiquement comme tels dans les États où ils passent au minimum la saison froide, mais souvent toute l'année aussi, soit que leur migration est à l'intérieur de l'État ou soit qu'ils ne migrent plus, bien, il faut documenter une occupation sur 3 générations antérieures selon la loi. Puis le département des forêts se donne le privilège de redéfinir un peu le critère et n'accepte
que des preuves documentées qui correspondent à 3 générations de 25 ans chacune, donc total 75 ans, avant 2005, ce qui veut dire qu'il faut des preuves documentaires qui remontent à avant 1930 pour une forêt particulière, ce qui est bien sûr à peu près impossible quand les seules preuves qui pourraient exister sont dans les mains du même département qui refuse de les traiter, le département des forêts étant celui sans doute qui possède le plus de documents concernant les Vangujar. Donc là, il y a tout plein d'embûches pour les demandes territoriales des Vangujar en ce sens-là. Et on comprend la motivation aussi donc de certaines associations de Vangujar de faire valoir et leurs revendications territoriales, mais aussi leur identité tribale. Autre fait intéressant, c'est qu'on admet assez bien la proximité des populations tribales avec la nature en Inde. La formule qui est le plus souvent employée, c'est que c'est une relation donc harmonieuse. C'est l'harmonie avec la nature entre indigènes, tribal, scheduled tribes et leur environnement. Par contre, c'est pas quelque chose qui est facilement reconnu à des groupes qui sont musulmans. Il y a une représentation qui s'est opposée du musulman, et dans ce cas-ci, musulmans nomades. On les assimile dans beaucoup de textes à une espèce d'image qui serait plus près de l'envahisseur, en faisant référence notamment à l'envahisseur Mughal, à la tyrannie. Il y a une sorte de révisionnisme historique qui opère à ce niveau-là. Et ça se retrouve, il y a des bribes de ça qui se retrouvent même dans la façon dont il y a une histoire écologique de l'Inde qui a été écrite. On voit des tendances comme ça qui, par la bande, sont hindouisantes dans même la grille d'analyse qui applique des auteurs comme Ramchandra Guha et Madhav Gadgil, là, qui sont des précurseurs d'études historiques de l'écologie indienne. Si on se concentre sur les endroits où ils décrivent les modes de production, ce qu'on voit à travers leurs écrits, c'est que le mode de production pastoraliste, ils ont un peu accepté, si on veut, une analyse qui est très britannique, que les personnes, ce n'est pas non seulement un mode de production qui est dépassé, c'est aussi un mode de production qui serait destructeur de l'environnement et qui serait associé à des personnes qui n'ont pas d'attachement, pas juste d'attache ou de présence physique permanente, mais d'attachement et de respect et de souci de l'environnement. Donc, on approche l'image de hordes qui traversent le paysage. Puis, à contrario, dans les mêmes écrits de Guha et Gadgil, ce qu'on voit, c'est que le système de caste, ils l'ont comparé à une adaptation sociale et culturelle qui serait rien d'autre que le reflet de la diversité des ressources en Inde. Les différentes castes occuperaient différentes niches écologiques et puis le système tient dans les échanges intercastes. Puis il y a une vision donc justement harmonieuse de ce niveau-là en allant récupérer le concept de l'écologie, des niches écologiques. Et ça crée une opposition donc entre pastoralistes musulmans qui ne se soucient guère de l'environnement et de l'autre côté donc des relations plus harmonieuses qui appartiendraient à une Inde imaginée un peu une Inde primordiale, si on veut. Puis pour ceux qui sont moins familiers, c'est intéressant aussi de savoir que ça, c'est des discours qui sont avancés en dépit du fait qu'on sait très bien que les Vangujar ne sont pas des envahisseurs de l'étranger, même si on essaie de les repousser jusqu'à Jammu, après ça le Pakistan, et donc de susciter les craintes qu'il y a à travers ces représentations identitaires-là. Les Vangujar ont conservé beaucoup de pratiques, des éléments du système de parenté, par exemple, qui viennent révéler que leur passé est hindou. Leur conversion s'est sans doute produite il y a 300, 400 ans en Inde comme telle. Et donc, ce portrait-là n'a pas de profondeur. Ce portrait, donc, des Vangujar qui viendraient finalement, seraient essentiellement des musulmans pakistanais ou qui viennent même de plus loin et qui usurpent les territoires de l'Inde hindoue, il n'y a aucune profondeur et rigueur historique attachée à ça. Pierre-Alexandre, encore peut-être 5 minutes, c'est bon? C'est très bon, oui. Merci.
donc, quand je décrivais, pour décrire un peu l'endroit où j'ai travaillé, donc les Shivaliks, le nom vient des tresses de Shiva. Et c'est encore une fois un paysage ici qui est associé à la religion hindoue. Ce qu'on dit, c'est qu'en venant sur Terre, le Gange, qui est aussi une divinité, serait tombé du ciel en trombe avec grande furie et qu'on aurait pu penser que la fin du monde, comme on le connaît, était arrivée. N'eût été l'intervention de Shiva qui a recueilli le Gange dans tout le cataclysme dans sa chevelure. Et ce moment-là, mythique, est venu s'inscrire dans le paysage. Et ce que vous regardez, ce ne sont plus des rivières, mais ce sont c'est l'empreinte, si vous voulez, de cet événement fondateur-là. La forêt comme telle est aussi intéressante parce qu'elle est très comparée aux régions qui sont tout près à l'ouest. La forêt ici la composition de la forêt est beaucoup plus hétérogène. Donc, de part et d'autre de ce lieu-là, on a soit des forêts qui sont dominées par le sal, le Shorea robusta, qui est produit qui est un bois qui a une certaine valeur, ou au nord, on a des grandes forêts de pins, donc du bois d'œuvre aussi. Mais ici, il y a un mélange et ça a pris longtemps avant que les Britanniques s'intéressent aux forêts des Shivaliks parce que le terrain est très accidenté, difficulté d'accès, puis le fait qu'on ne pouvait pas appliquer une espèce d'exploitation du type coupe à blanc, si vous voulez, ben, ça rendait l'endroit très inintéressant. Par contre, il y a eu un intérêt pour expliquer ce qu'on pensait être un dénudement, un dérèglement de l'environnement. Et on a blâmé les Van Goujar d'emblée en disant encore une fois qu'ils étaient des éleveurs nomades, donc qui n'avaient pas la même rationalité que les Britanniques, les autres populations sédentaires, et qu'ils surexploitaient le territoire et par le fait même, donc, causaient déforestation et érosion et même étaient responsables des torrents saisonniers qui viennent accélérer ces processus-là. Des mesures de contrôle ont été appliquées à partir, depuis le début de l'existence du département des forêts, surtout sous forme de taxes. Dans la période postcoloniale, le langage s'est précisé, si on veut. On a commencé à dire que les Van Goujar étaient des usagers qui n'avaient aucune science, donc leur pratique était non scientifique, là, aveganique, comme dans les plans de gestion forestière indiens. Et maintenant, les théories populaires là, qui sont avancées sur le terrain, par exemple par les gardes forestiers, c'est que les Van Goujar n'ont pas d'éducation, qu'ils ont un retard scolaire, que ça explique leur mode de vie, le fait qu'ils soient à l'écart de la société. C'est quelque chose, bien sûr, que les Van Goujar ont en partie internalisé. Ils vont vous dire que leurs enfants sont très apeurés des étrangers, puis qu'ils préfèrent rester à l'écart et que c'est pour les mêmes raisons qu'ils n'ont pas des connaissances du monde et de l'éducation, etc. Depuis, dans la période postcoloniale, donc post-indépendance aussi, il y a tout eu un courant donc, qui est venu changer un peu. Les Britanniques ont été les premiers à décrire les Gujars comme des envahisseurs ou des Jammu-Wala Gujars, donc qui venaient de loin et qui n'avaient pas une relation très solide, permanente, et qui ne serait jamais permanent en place, puis qui menaçaient même le cycle écologique, l'intégrité écologique des lieux. Il y a eu des réformateurs en Inde aussi qui, bien sûr, voulaient plutôt opérer une transition, faire transiter les Van Goujar vers le mode de vie sédentaire. Aujourd'hui, il y a au sein de la communauté, bien sûr, certains qui mettent plutôt ça de l'avant, donc de vouloir avoir un meilleur accès aux services sociaux, services de santé, certaines scolarités, etc. Puis je veux terminer donc en ramenant ça aussi, c'est que dans les années 80-90, on pensait surtout que l'opposition aux aires protégées, à la protection de l'environnement, allait créer une espèce de mouvement plus homogène, en bloc,
pour la défense des droits territoriaux, mais aussi d'un mode de vie particulier des Vannes Gujjar. Mais aujourd'hui, la mobilisation est beaucoup plus fragmentée et puis les demandes ne sont pas uniquement territoriales. Les Vannes Gujjar, donc en internalisant aussi la façon dont on avait de les décrire, certains vont mettre de l'avant leur retard assumé selon certains indicateurs de développement, par exemple. D'autres vont aussi instrumentaliser tout ce qui est folklorique, comme je le disais, plutôt avec l'exemple de certaines associations qui travaillent avec l'Anthropological Survey pour mettre de l'avant leurs connaissances, leur artisanat, la musique, l'herboristerie, ces aspects de la culture-là là, qui sont plus, comment dire, colorés et digestes pour la classe dirigeante particulièrement. Donc, ça fait un peu le tour et si j'ai 30 secondes, je vais juste expliquer quelques-unes des images. Vous voyez donc dans le bas ici une hutte d'un ami Vannes Gujjar. Donc, ça vous donne un peu l'idée dans les cheveux, dans la tignasse de Shiva. Le terrain est très accidenté, comme ça ici. Moment le long d'une rivière en Himachal Pradesh que j'ai nommé, donc je voulais l'illustrer aussi lors des migrations. C'est un endroit là, de goulot plus dangereux pour le bétail. Donc, c'est comme si vous voulez une ambiance plus tendue ici. Le luxe, les conforts ne sont pas toujours de mise lors des migrations non plus. Donc, c'est un autre aperçu. Et une des raisons, je vais finir sur celle-ci, donc une des raisons aussi pourquoi les Vannes Gujjar ont toujours été dépeints d'une façon très accusés de plusieurs choses par le département des forêts, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de foin en forêt et que les Vannes Gujjar nourrissent leurs buffles des branches des arbres. Donc, on voit ici un ami à l'ouvrage qui vient débrancher un arbre. C'est un métier excessivement dangereux. Et bien sûr, là, cette pratique-là est venue frapper l'imaginaire colonial et aussi du département des forêts après l'indépendance. C'est-à-dire que ce sont les destructeurs de la forêt, tandis que c'est un système de gestion qui peut aussi être équilibré et répondre à la demande. Ça dépend comment on conçoit la forêt. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Puis, j'ai bien donc une autre présentation qui suit. Ensuite, j'attendrai vos questions avec impatience. Je te remercie infiniment, Pierre-Alexandre, pour une présentation qui génère énormément de questions. Là. Je nous demanderai de prendre notre mal en patience. On va passer tout de suite à la présentation d'Émilie Parent et on reviendra tout à l'heure pour les questions pour Pierre-Alexandre et aussi pour Émilie. Alors, Émilie Parent est titulaire d'un doctorat à l'Université de Montréal depuis 2022, relativement récent. Félicitations. Sa thèse portait sur les pratiques de sorcellerie en Inde du Nord-Est. Alors là, on change carrément de région, on n'est plus dans l'Uttarakhand, on s'en va dans le nord-est de l'Inde à la frontière du Myanmar. Depuis 2017, Émilie Parent est aussi chargée de projet au Centre d'innovation sociale en agriculture du Cégep de Victoriaville et elle est responsable des partenariats avec les communautés autochtones au sein de l'organisation et travaille actuellement avec les communautés Atikamekw de Pitsiwan, de Memotachi et de Manawan. Alors là-dessus, Émilie, je te cède la parole pour ta présentation sur sorcellerie et guérison chez les Cassis, tu me corriges si c'est pas ça, du nord-est de l'Inde. Cassis, ça va. Oui. Oui. Merci beaucoup d'être venus si nombreux à nos présentations. Bon, je vais le mettre en fait, moi, j'avais... oups, pourquoi ça partage pas? Excusez-moi, 2 secondes. OK, parfait. En fait, c'est ça. Excusez-moi, je suis comme dans un nouveau bureau, puis ça, la lumière a fermé tout ça. Fait que des fois, je vais bouger peut-être pour rallumer la lumière. C'est pas parce que j'ai des problèmes. En fait, moi, ce que je voulais faire, c'était surtout présenter un peu ma recherche là, que j'ai effectuée justement dans le nord-est de l'Inde et parler beaucoup de guérison et de sorcellerie chez les Cassis.
Je vais pas beaucoup je pense pas que je vais passer vraiment du temps sur mon cadre théorique, mais on pourra y revenir peut-être plus à la fin. Ma recherche a vraiment découlé de 10 mois de travail sur le terrain en 2016. En fait, j'étais allée une première fois au Meghalaya, qui est l'État où vivent surtout les Cassis, en 2011, et j'avais été vraiment frappée par les différences entre le Meghalaya et les autres États en Inde, et surtout le nord-est et le reste de l'Inde. Alors, ça m'avait beaucoup fascinée. Je savais que j'allais retourner là-bas faire mon travail de terrain. Je cherchais un angle, fait que ça m'a quand même pris beaucoup de temps avant de trouver mon angle. Et finalement, j'ai décidé de me concentrer sur la guérison. Alors, quand je suis arrivée là-bas, j'avais déjà un interprète ami chauffeur de désigné qui était Jovi, que vous voyez dans la photo ici. Là, je ne sais pas si vous voyez bien entre les deux madames. Oh, là, on a sauté alors, on s'est mis tout de suite au travail. Au début, on voulait vraiment focuser sur la guérison. Alors, je n'avais pas encore à l'esprit qu'on allait travailler sur la sorcellerie. C'est venu un petit peu par hasard. Alors, après, on est allé pour une première entrevue avec une guérisseuse qui s'appelle Kongro, que vous voyez la toute petite madame en bas. La plus petite des madames, là, qui m'arrive à l'épaule. Alors, on est allé faire une première entrevue avec elle, entièrement en cassis. Et il y a des choses que, naturellement, je n'avais pas comprises, vu que j'utilisais un interprète. Alors, dans la journée d'après, on se rencontre, moi et Jovi, mon interprète, pour faire un retour sur l'entrevue. Et il commence à me jaser comment elle lui a parlé du fait qu'elle utilisait l'amour, l'amitié, les bonnes émotions pour je cherche le mot en français, là, mais pour se battre contre les worshippers, alors les gens qui adorent le démon. Alors, premièrement, moi, ça m'a frappé. Je n'avais jamais entendu parler de ça chez les Cassis. Alors, Jovi, d'une façon très naturelle, commence à m'expliquer, mais oui, chez nous, on a des adorateurs du démon, c'est des clans qui adorent le démon et tout ça. C'est des sorciers, c'est de la sorcellerie, finalement. Alors, j'ai été vraiment frappée parce que c'est sûr que j'avais passé seulement un mois au Meghalaya avant, mais j'avais quand même passé beaucoup de temps en Inde et peu de gens m'avaient parlé de l'importance de la sorcellerie en Inde. Alors, tout de suite, j'ai su que j'avais trouvé vraiment mon sujet de recherche. Alors, on a effectué plus de 60 entrevues auprès surtout des guérisseurs, parce qu'on sait que le sorcier, en général, est très invisible et absent. On a fait beaucoup d'observations des rituels, mais on a aussi beaucoup participé à des rituels de guérison en se mettant au centre du processus. Et j'ai vraiment intégré la vie quotidienne des Cassis comme ça en devenant membre de la famille de mon interprète. Pour ceux qui se demandent c'est où le Meghalaya, ben dans le fond, c'est vraiment à l'opposé de l'Uttarakhand. Fait que c'est vraiment dans la partie, vraiment dans le nord-est. C'est un État tribal. Alors, c'est reconnu comme un État qui est géré par les Adivasis, qui sont les Cassis, et il y a plusieurs autres groupes. Mais dans la région du nord-est, il y a plusieurs États tribaux, comme on dit, qui sont très, très différents du Meghalaya aussi. Alors, les Cassis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils sont chrétiens en majorité. Alors, il y a une vague de conversion durant la colonisation et la majorité des Cassis ont abandonné l'animisme officiellement. Ils sont matrilinéaires. Excusez, j'ai une petite confusion en français et en anglais, là, mais on va dire matrilinéaire. Ça veut dire que c'est l'héritage de la famille passe par la mère. Alors, toutes les richesses appartiennent à la lignée de la mère. Et ça veut dire que les femmes ont aussi une très grande place dans la société Cassis. Mais qu'est-ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que 10 de la population pratique encore la religion traditionnelle. Alors, ça influence aussi beaucoup les processus de guérison. Alors, la guérison au Meghalaya, si on commence par ça, dans le fond, il y a plusieurs catégories. Je vais essayer de les expliquer sommairement.
puis après, je pourrais prendre les questions durant la période de questions. Alors, si vous voyez les photos ici, alors on a une guérison par un entrepreneur. Je les appelle les entrepreneurs de la guérison, ça veut dire des gens qui ne sont pas affiliés à des institutions traditionnelles. Et à droite ou à votre gauche, le garçon qui a la main posée sur la tête du bébé, ben, c'est le roi qui pratique aussi, le roi des Cassis qui pratique aussi une forme de guérison, mais traditionnelle. Alors, la guérison traditionnelle des Cassis, mais qui n'est pas effectuée par le roi ou la reine, c'est effectué par des guérisseurs convertis et non convertis dans un processus qui s'appelle Stadtpilling. On va dire que c'est un des rituels qui est le plus pratiqué, mais souvent, il va y avoir quand même une bonne part d'improvisation et tout ça. Le Stadtpilling, c'est quoi? Ben, c'est un rituel de divination et de résolution de problèmes. Alors, le guérisseur va utiliser le riz va utiliser des grains de riz sur une planche de bois pour essayer de trouver c'est quoi la source du problème. Une fois que la source du problème a été trouvée, il va utiliser le chant et l'intercession pour demander au Dieu d'intervenir. Une fois que ça c'est fait, il va utiliser justement la planche de bois pour casser un œuf pour s'assurer que la demande du client a été bien entendue par les dieux. Il y a aussi il y a un très fort mouvement de guérison charismatique à l'intérieur des églises catholiques et protestantes. Là, on peut comprendre qu'ici, c'est des rituels catholiques. Moi, j'ai été très surprise. Je ne suis pas quelqu'un qui avait beaucoup étudié le catholicisme avant ça. Et quand j'essayais de comprendre pourquoi, quand on allait à la messe dans un lieu précis, il y avait vraiment une messe régulière, c'est sûr qui durait plus longtemps, là, avec beaucoup de chants et tout. Et après, il y avait une messe de guérison. C'est après que j'ai compris que les Cassis étaient charismatiques. Ils faisaient de la guérison charismatique. Mais c'est sûr que, comme vous voyez dans la photo, ce n'est pas nécessairement les Cassis qui pratiquent cette guérison-là, c'est surtout des prêtres du Kerala. Fait qu'il y a une très forte relation entre les catholiques Cassis puis les catholiques du Kerala, qui est un État du sud de l'Inde. Alors, il y a beaucoup de missionnariat qui se fait par les Kéralites chez les Cassis et les autres groupes tribaux du Meghalaya. Comme je vous disais tantôt, il y a aussi une guérison qui est pratiquée par la famille royale. La royauté est encore une institution hyper importante au Meghalaya. Il n'y a pas juste une famille royale, mais moi, ceux avec qui j'ai travaillé, c'est les Kirim. Fait que c'est ceux proches de Shillong. Il y a même, c'est comme il y a un manoir, il y a un endroit cérémonial, il y a une maison cérémoniale, une maison plus moderne. Et ils pratiquent des rituels très, très élaborés qui attirent des milliers de personnes au moins une fois par année. Mais le rituel le plus commun qui est pratiqué, c'est le roi qui va brûler les cheveux, comme vous voyez, en récitant une prière pour chasser les mauvais sorts, en particulier les mauvais sorts, le mauvais sort du tlien, du serpent, que je vais vous expliquer après. On a aussi fait un petit peu de travail avec la guérison hindoue et musulmane, qui est quand même pratiquée à Shillong parce que justement, il y a des hindous et des musulmans, même si la majorité de la population est chrétienne. C'est la guérison hindoue, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle était surtout pratiquée par des gens d'origine népalie, mais ça peut être des Népalis établis en Inde depuis des générations ou des Népalis qui sont récemment immigrés dans la région. Alors, c'est vraiment, c'est très, très hindou comme rituel, sauf que ils vont aussi, ils s'occupent aussi des mauvais sorts Cassis. Alors ça, c'était très intéressant de se pencher là-dessus, qu'il y a quelqu'un qui faisait un rituel hindou avec son petit hôtel et tout ça, pouvait aussi
se battre contre les mauvais sorts Cassie, que je vais vous expliquer après. Il y a aussi des guérisseurs musulmans, mais nous, en fait, on en a rencontré un, là, fait que ça ne faisait pas tellement partie de la recherche, mais c'était intéressant de voir comment le paysage de guérison à Shillong et autour de Shillong et même plus loin au Meghalaya était diversifié et répondait aux besoins des Cassis, mais aussi des nouveaux arrivants dans la région. Alors, pour les Cassis, une des choses qu'on a constatées très vite, que j'ai constaté parce que mon interprète était très au courant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de mauvais sorts qui circulent au Meghalaya. Alors, c'est un endroit qui spirituellement est très dangereux. Je vais vous les décrire un peu. Je vais surtout parler de 3 mauvais sorts qui sont revenus souvent. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, mais c'est ceux qui sont vraiment, les gens en parlent plus fréquemment. Mais il y en a aussi, il y en a beaucoup d'autres. Puis il faut comprendre aussi que la sorcellerie dans la tête des gens, puis en intégrant ce monde-là, il faut aussi le comprendre, c'est que la sorcellerie est quand même dangereuse. Alors, tu peux quand même mourir d'un mauvais sort si tu ne vas pas trouver le bon guérisseur pour t'aider. Alors, je vais vous parler un peu de Yutlin, qui est, moi je dis le Tlien, mais le vrai mot c'est Yutlin. En fait, c'est un des mauvais sorts les plus dangereux au Meghalaya. Tout le monde connaît Yutlin, tout le monde en a peur. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une sorcellerie qui est pratiquée par certains clans Cassis. Et alors, ça peut être dangereux de dénoncer quelqu'un qui est un adorateur du serpent. Alors, ce mauvais sort-là vient vraiment d'une vieille légende Cassis qui disait qu'il y avait un serpent dans une cave, dans une caverne, qui mangeait les villageois. Alors, pour s'en défaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait chauffer un bout de, comment tu dis là, une barre de métal, puis ils ont fait croire que c'était du porc. Alors, en lui donnant ça, le serpent est mort et après ça, tout le village s'est rassemblé pour manger le serpent là, en le coupant en morceaux. Sauf que la légende dit qu'une madame aurait oublié, soit elle aurait fait exprès ou elle n'aurait pas fait exprès, de manger son morceau. Alors, elle l'aurait peut-être gardé pour son fils. Alors, à cause de ça, le serpent est revenu à la vie. Et en revenant à la vie, il lui aurait dit, « Madame, si tu me donnes du sang humain à boire, je vais te rendre riche. » Alors, la madame a dit, « Ben oui, je vais être riche. » Alors, naturellement, elle est devenue la première adoratrice du serpent. Alors, à chaque fois, il fallait qu'elle lui donne du sang et en retour, lui, il la bénissait. Alors, la légende serait née comme ça aurait grandi. Et à partir de ce jour-là, il y aurait eu des clans Cassis qui adoraient le serpent. Puis pour recevoir sa bénédiction, tuerait d'autres Cassis pour devenir riche, rester beau. Alors, toutes les choses qu'on veut dans la vie. Ce sacrifice-là se fait d'une façon assez particulière. Alors, il y a des choses qui ressemblent un petit peu à d'autres pratiques de sorcellerie ailleurs dans le monde. La première, c'est que si on ne veut pas tuer la victime ou si on ne peut pas tuer la victime, on va prendre les cheveux ou les ongles ou des morceaux de vêtements, puis on va les mettre dans un morceau de bambou. Et là, ça va tourner en sang. Et là, ils vont donner ça au serpent. Et là, en retour, ils vont recevoir la bénédiction du serpent. Ou ça peut aussi être un vrai sacrifice humain où les gens vont vraiment prendre le sang de la victime pour le donner directement au serpent. Qu'est-ce que ça fait à la victime, entre guillemets, c'est qu'elle va soit, si elle n'est pas morte sur le spot, elle va soit enfler jusqu'à temps qu'elle se rende compte qu'il faut qu'elle aille voir un guérisseur, soit qu'elle va arrêter de manger, devenir très maigre et là, aller voir le guérisseur.
Même si Youthland est très dangereux parce que c'est une pratique, c'est une croyance en des sacrifices humains directs où les gens meurent. La solution est très simple parce que la personne qui est désignée pour soigner le client, c'est le roi ou la reine dans leur manoir que je décrivais tantôt, avec le rituel, avec le fer où les cheveux sont brûlés. Une mèche de cheveux est brûlée. Fait que celui-là est très simple à résoudre, en fait, et c'est pas nécessairement juste le roi, ça peut être aussi n'importe qui est un siem, ça veut dire qu'il appartient au clan des siems puis qui a ce pouvoir-là. L'autre rituel, l'autre sortilège qu'on a beaucoup rencontré, mais qui est un petit peu plus dangereux parce qu'il n'y a pas un remède miracle comme aller voir le siem, c'est tarot. Fait que tarot, ça vient vraiment de la déesse de la famille, d'une famille en particulier, qui, comme les tiennes, apporte des richesses matérielles puis des richesses à ses adorateurs. Mais il y a un petit peu plus une confusion chez les gens à vraiment décrire d'où ça vient. Parce que des fois, c'était décrit comme un mauvais œil. Fait que juste quelqu'un qui t'aime pas ou qui t'aime trop, qui t'envoie un mauvais œil, et là, tu tombes malade. Ou ça peut aussi être une intoxication alimentaire. Fait que ça peut être quelqu'un qui a décidé qu'il allait qui a invoqué tarot dans un morceau de pain ou dans du thé ou quelque chose et qui te donne ça à manger ou à boire. Et là, tu vas développer les symptômes du tarot, mais même s'il y a plusieurs interprétations de où ça vient, les symptômes sont vraiment tous similaires. C'est des symptômes de possession. Alors, ça veut dire quelqu'un qui peut devenir très fort, soudainement, quelqu'un qui parle en langue, quelqu'un qui démontre qui est possédé par un esprit. Alors, tous ces symptômes-là. Alors, pour le tarot, ça ressemble quand même assez. Il y a certaines similitudes avec le troisième dont je voulais parler, qui est Kabi, qui est une forme d'empoisonnement. Alors, ça veut dire que ça vient surtout des conch shops, alors les petits restaurants qui sont gérés par les femmes au Meghalaya. Et c'est là que les gens qui subissent ce mauvais sort-là auraient mangé de la nourriture qui aurait été empoisonnée. Encore là, pour s'attirer les bonnes grâces, la richesse, la beauté par la déesse, qui est la déesse Kabi, qui est aussi une déesse de la famille. Moi, je voulais juste préciser que j'ai utilisé le mouvement ontologique dans ma thèse. Alors, j'ai essayé vraiment de comprendre l'objectif, de comprendre la sorcellerie par les yeux, le langage, la façon de faire des cassis. Alors, au lieu d'utiliser le mot sorcellerie, moi, maintenant, j'utilise, je vais aller chercher le mot exact. Oh, OK, je ne peux pas le partager, c'est pas grave. J'utilise l'attachement diabolique parce qu'en étudiant vraiment les discours des guérisseurs, des victimes et tout ça, je me suis aperçue que les gens deviennent vraiment liés physiquement puis mentalement dans leur tête à des malédictions. Puis les raisons sont multiples et que ces attachements-là doivent être enlevés par les guérisseurs. Fait que les guérisseurs, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils délient les victimes du mauvais sort. Puis c'est ce dénouement-là, c'est cette façon de dénouer le lien qui ramène la santé, la joie, la prospérité pour les victimes. Alors, ma conclusion, c'est que, que la sorcellerie au Meghalaya, c'est très, très présent et que c'est dangereux. Alors, ça, c'est une autre de mes conclusions, c'est que pour nous, en tant qu'anthropologues, en tant que chercheurs, c'est une autre réalité, mais que pour les gens avec qui on travaille, ça peut actuellement leur amener des problèmes spirituels, vu que c'est réel dans leur monde. Alors ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup dans des recherches futures, d'aller regarder comment cette interaction se fait là entre le chercheur et
et les personnes qui vivent dans un monde de sorcellerie réellement. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment, Émilie. Ta présentation aussi génère plein de questions. Là. Alors, je laisserai peut-être les gens soit poser des questions à Émilie ou à Pierre-Alexandre. Vincent, oui. Oui, j'avais une question pour Pierre-Alexandre. Donc, merci pour ta présentation. C'est très intéressant. J'ai beaucoup appris de choses. J'ai une question qui se décompose peut-être en 3 points. Tu verras, il y a peut-être certains points que tu voudras passer un peu plus vite. Premier point. C'est là que je cherche mon crayon. Oui, vas-y, Vincent. Mais je vais récapituler à la fin, c'est ça. Ah, super, merci. OK. Dans un premier temps, tu parles on a entendu dire que tu as développé une méthode pour étudier la cartographie de ces populations-là. J'aimerais que tu nous en parles. Lié à ça, en quoi ça peut les aider dans leurs revendications? Tu as déjà dit que ça prend de la documentation sur 75 ans. Il y a beaucoup d'obstacles pour ça. Je voulais savoir comment ça pourrait s'inscrire dans une stratégie. Troisième point, toujours en lien avec une possible stratégie de revendication, quel est le paysage politique en contexte démocratique? Ils représentent quel pourcentage de population? Est-ce que leur vote est courtisé? Est-ce qu'il y a un espace par le politique en contexte démocratique pour pouvoir avoir des alliés, des appuis, éventuellement réussir à obtenir des revendications? Je te laisse aller. Merci. Je vais retourner au partage parce que j'ai une image justement d'une carte que j'ai eu le temps de compléter. Donc, c'est le genre de carte, et là, je retourne en Inde, en fait, pour un court séjour en octobre pour faire, donc, compléter la cartographie de cette rivière à côté ici. Donc, pour le projet que j'avais à Deux-Rivières, ça commence à faire beaucoup parce que je veux inclure donc d'autres couches d'informations géographiques là-dedans, qui est la recherche plus académique. Mais chacune des familles concernées, là, si vous voyez, les couleurs sont des familles. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est tout le temps généré de façon aléatoire, les couleurs. Et ici, les têtes se ressemblent énormément, tandis qu'en réalité, on a 3 familles qui ont qui ont accès à ils appellent ça des compartiments là, de l'anglais compartment. Il y a qui ont des familles qui ont des lots qui s'alternent. Donc, c'est le même propriétaire sur le lot 1, 3, 5 et celui-ci dans le fond, juste pour donner une idée. Là. Et une de mes analyses là-dedans, c'est que je trouve que justement l'utilité du 5, c'est de venir compléter l'accès à une végétation diverse. Tous les lots ici il y a des espèces qu'on retrouve ici qu'on ne retrouve pas plus loin dans la rivière et inversement. Et c'est aussi pour ça que les lots du fond sont excessivement longs parce qu'il y a peu de valeur là, près de la crête, etc. Et c'est intéressant dans le sens que les divisions se sont faites par les Van Goujar eux-mêmes. Ils ont négocié l'accès dans des espaces qui étaient détenus par d'autres, parfois juste pour un petit lopin, là, juste pour dire, bon, ben, mon lot ne me permet pas de pouvoir puiser dans une végétation assez diverse. Il manque de plantes médicinales, il manque de tel type d'arbres pour nourrir les buffles. Les Goujar font des savants mélanges. Là. Il y a certaines plantes que les buffles ne peuvent pas manger en excès. Ça va être mélangé avec d'autres choses pour que le mélange soit plus digeste, etc. Donc, moi, c'est un peu là-dessus que je me penche pour dire qu'il y a vraiment une inscription aussi, un souci d'équité dans le territoire. Chaque famille, je pense que j'ai commencé la phrase et que là, la longue parenthèse est intervenue après ces 2 mots-là. Chaque famille possède déjà ou possédera donc une copie de cette carte-là. Et le pouvoir politique de la carte est vraiment pas à sous-estimer. Même les administrateurs, les fonctionnaires, bureaucrates, appelons-les comme on veut, qui sont mis devant le fait accompli que finalement, on a localisé le Van Goujar dans une forêt qui, avant, sur les cartes qui sont utilisées pour le départ de la forêt, c'était juste un gros blob vert, indéfini, qui appartient uniquement à l'État, puis qui n'a pas d'histoire, puis là, finalement, on inscrit ça.
comment documenter. Il y a les noms utilisés par les Van-Gouljars eux-mêmes qui viennent comme un peu renforcer. Donc, quand on complète la carte et qu'on se rend compte qu'à force d'habiter le territoire, ils ont donné des noms qui ont un historique plus long, qui réfère du temps des grands-parents. Un buffle est tombé de telle falaise et puis on a nommé la falaise en nom du buffle. On construit une histoire comme ça que moi je complète par aussi une lecture là, des archives coloniales. Globalement, j'ai été étonné. C'est comme si le travail n'est peut-être pas assez encore vaste, l'analyse des archives pour constituer une espèce de volume très exhaustif. Mais j'ai pas vu de fermeture. Moi, j'anticipais que parce que dans les archives, ce n'est pas des individus qui soient nommés, mais c'est des groupes, que ça ne soit pas validé comme une preuve historique. Mais il semblerait là, au niveau de l'État, en tout cas en Uttar Pradesh, que c'est moins un problème que j'anticipais, que de prouver l'histoire du groupe peut faire avancer une revendication territoriale, au moins pour le groupe. Puis à partir de là, comme les divisions internes ont déjà opéré sur le fil des générations, il semblerait que ça pourrait garantir un accès à long terme. Donc là, le travail doit se faire sur plusieurs niveaux, là, dans plusieurs domaines d'expertise aussi. Mais en complémentarité, là, je pense qu'il y a une façon de documenter puis de venir affirmer hors de tout doute là, que les Van-Gouljars occupent l'espace depuis au moins 3 générations, ou depuis 1930, si on prend l'interprétation du département des forêts. On sait que les Van-Gouljars sont arrivés, en tout cas que les premiers qui possédaient des troupeaux immenses sont arrivés aux alentours de 1860-1870 dans ces eaux-là. Le critère est amplement rempli. Et l'autre chose, c'est qu'ils venaient déjà d'autres forêts. Et ça, c'est aussi valide selon le cadre juridique. Quand on se déplace d'une forêt à une autre, ça ne vient pas rompre l'histoire d'occupation continue d'une forêt pendant 75 ans. La loi n'a pas été écrite pour dire cette forêt particulière avec ses 864 arbres-là et aucun autre. C'est plus la forêt en général. Fait qu'au fil des générations, même s'il y a des mouvements, ça ne vient pas invalider ça. Il y a une façon de faire. Puis au troisième, pour ce qui est de tout ce qui est considération. Pierre-Alexandre, pour qu'on ait le temps d'avoir d'autres questions aussi. Le dernier point sur le démocratique, je pense qu'un des enjeux présentement, il y a certains groupes d'organisations ONG qui veulent associer les Van-Gouljars de chaque forêt au village le plus près pour rentrer dans l'espèce de système de gestion des panchayats, pour ceux qui connaissent. Et il y en a d'autres qui, au contraire, disent que les Van-Gouljars devraient essayer de s'affirmer de façon autonome et détachée des instances qui existent déjà. Mais bon, je donne une piste comme ça pour dire que oui, il y a vraiment des enjeux et que non, ils ne se constituent pas une majorité à aucune échelle. Leur vote peut être courtisé, mais n'a aucune importance. Pour le coupé court, il n'est pas compté à ce point-là. Ouais. Merci. Marouane? Pierre-Alexandre et Émilie, pour vos présentations vraiment très intéressantes. J'avais une question pour Émilie. Je voulais savoir, en fait, les cas que tu as rencontrés, est-ce que c'était dans un milieu rural? Est-ce que tu as passé du temps en ville, etc. S'il y avait vraiment des différences dans les entrepreneurs de la guérison que tu les as nommés, qu'ils soient dans les communautés ou qu'ils soient vraiment dans des zones où il y a accès à d'autres guérisseurs et juste sur ce que tu pouvais approfondir sur ces questions-là. Merci. Le son, Émilie. Excusez-moi. On s'est beaucoup concentré sur Shillong, alors qu'il est un milieu urbain. Alors, c'était très intéressant de constater l'ampleur de la guérison traditionnelle, de la guérison non biomédicale dans un endroit qui est très urbain, qui est très... les cassis sont très, je dirais, américanisés. Alors, il y a beaucoup un attachement à la culture nord-américaine, britannique. Les enfants vont à l'école en anglais et tout. Alors, c'était très fascinant de voir le nombre de guérisseurs qui existaient dans un milieu urbain. C'est sûr que quand on sort du milieu urbain, la guérison devient beaucoup plus centrée sur la guérison traditionnelle Kassi.
Mais tu sais, il y en a vraiment deux formes. Alors, il y a une guérison qui est organisée beaucoup par une organisation qui s'appelle le Saint-Cassie, qui fait la promotion de la culture traditionnelle Cassie. Alors, c'est des guérisseurs qui sont embauchés par l'organisation. Tout est organisé pour eux. Il y a une clinique qui est fournie, mais ils font quand même un rituel très traditionnel qui est le chatpiling dont je vais parler. Mais il y a aussi beaucoup de guérisseurs Cassie qui font de la guérison qui est considérée traditionnelle, mais qui sort de ce cadre-là. Alors, ça va être des rituels qui sont très je dirais, entrepreneurs innovants. Alors, il y a beaucoup de l'inspiration par les gens eux-mêmes dans les rituels. Comme la madame dont je parlais, Conro, elle a fait des rituels qu'on a juste vus chez elle avec des... Elle met des bouteilles, elle met des cordes, puis là, elle parle aux dieux, puis là, à un moment donné, elle va faire brûler les cordes. Elle utilise des bouteilles pour voir, pour faire l'intercession avec les dieux, voir s'ils ont bien répondu. Elle met du riz. Alors, c'est très, très innovant comme rituel. Mais justement, en sortant des campagnes, ça devient beaucoup de la guérison. En sortant du milieu urbain, c'est très centré sur les rituels Cassie, là. C'est certain. Et soir? Bonjour. Oui, bonjour. Pardon. Bonjour. J'ai une question pour Madame Émilie. Déjà, merci beaucoup, Madame, pour cette présentation. En fait, on est des Indiens. En fait, je suis avec une personne, un garçon Kassi. On suivait tous les deux votre présentation. Il ne parle pas français, donc j'étais en train de lui traduire tout ce que vous venez de dire. Et il a une question. Est-ce que je peux lui donner la parole? Est-ce qu'il peut poser la question en anglais si ça vous convient? Oui, pas de problème. D'accord, je lui passe la parole. Hello? Yes. Hi. Yeah, so hi. Yeah, so first of all, that was a very beautiful presentation of the entire thing that's going on in the Khasi Hills. So a very good job. And I just want to ask you this question. What, according to you, do you feel, how dangerous is Khasi black magic, comparing it with black magic, for example, like from different parts of the world, like South Africa, like in Africa or Europe? How dangerous is the Khasi black magic? Well, I think it's pretty dangerous because what I've seen is that that people really have a strong belief in it. So it means that either if it's real or not, I mean, if you get sick of it, you can actually die, because I've seen some people that were actually quite messed up from black magic. So you really need a healer, either like traditional or non-traditional or Christian healer to fix it. If you don't fix it, you can die, especially from Yutlian and from tarot. Tarot is really impressive as well. So yes, for me, it's really dangerous. And once you're, even as a foreigner, when you enter in that system, you're feeling it that you can get cursed, because we feel that we've been cursed by some people, actually. So for me, yes, there's a real danger from it. Is it good? Je continuerai peut-être là-dessus, Émilie, si tu permets, parce que tu conclus ta présentation en disant effectivement que la sorcellerie est très, très dangereuse parce qu'il peut y avoir des problèmes spirituels, mais ça peut être physique aussi. Les personnes peuvent tomber malades. Mais ici, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que quelqu'un qui ne participe pas à cet univers de sens caché, un anthropologue par exemple, peut être affecté par cette sorcellerie? D'autre part, tu utilises beaucoup ce terme sorcellerie qui lui-même est chargé en Occident, à sa propre histoire. Les cachis, comment ils appellent ça? Quel est le terme qu'ils utilisent? Ils appellent ça, je vais commencer par ta deuxième question. En fait, eux autres, ils appellent ça Caxweed. Caxweed, ça veut dire juste evil, là, ça veut dire le démon. Là. Fait que tout ce qui est dans cet univers-là s'appelle Caxweed. En tout cas,
C'est ça que j'ai compris. Puis après ça, tu sais, vraiment, qu'est-ce qui est super intéressant, puis ça, c'est mon côté, c'est pas nécessairement les gens qui ont souligné ça, c'est plus moi, après, en faisant de la recherche, je me suis aperçue, c'est pour ça que je dis que ces mauvais sorts-là sont liés à des entités, c'est que chaque mauvais sort, dans le fond, surtout les 4 que j'ai nommés, portent le même nom qu'un dieu ou une déesse. Fait qu'il y a comme un jeu là-dedans qui est vraiment intéressant parce que c'est pas nécessairement quelque chose que les gens réalisent. Fait que quand ils parlent, oui, le Tien, oui, c'est lié au serpent, tout le monde le sait, mais mettons Kataro, Taro puis Bi, c'est vraiment considéré comme des mauvais sorts que les gens reçoivent, mais c'est rare que les gens sur le terrain vont faire le lien avec des divinités. C'est juste en fouillant dans la littérature, en fouillant dans des textes écrits par des auteurs cassis, que là, tu vois le lien avec les divinités de différentes parties du Meghalaya. Puis ta première question, c'était quoi? Excuse-moi. Ben, est-ce que, peut-être rapidement, là, quelqu'un qui ne participe pas à cet univers de sens, qui n'est pas caché, okay, qui ne connaît pas la culture, peut-elle être impacté par ces mauvais sorts? Bien, c'est sûr que moi, en tant qu'anthropologue, je n'ai pas eu le choix d'entrer dans cet univers de sens-là. Surtout que la personne avec qui je travaille est très impliquée dans ce système-là. Pour eux, cette famille-là subissent un mauvais sort après l'autre. Et là, ils vont vers des guérisseurs. Fait que je n'avais pas le choix d'embarquer là-dedans. C'est sûr que quelqu'un qui ne rentre pas dans l'univers cassis comme moi je l'ai fait pour mieux comprendre la guérison, la sorcellerie, n'aura pas nécessairement d'impact, mais c'est sûr que tu n'as pas le choix d'embarquer là-dedans. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si tu n'embarques pas, ben, tu es comme un peu en train de dire que les gens, finalement, sont niaiseux. Si tu dis, ah ben, c'est pas vrai la sorcellerie, ben là, tu peux pas, tu es comme en train de nier leur réalité. Fait que pour mieux comprendre la réalité, pour l'intégrer, il faut vraiment que tu embarques dans le jeu de la sorcellerie. Parce qu'en fait, c'est un peu un jeu, quelqu'un t'aime pas, ah, il m'a lancé un sort. Mais il n'y a pas de preuve, finalement, que vraiment, que cette personne-là t'a lancé un sort. Merci. De rien. Et peut-être, si vous me permettez de faire encore un peu de chemin, là, pour Pierre-Alexandre, une chose que j'ai bien appréciée dans ta présentation, c'est l'évolution de la définition du statut d'Adivasi en 1906, en 1911. Ça se transforme et jamais, me semble-t-il, qu'il y a explicitement ce lien qui est fait avec le territoire, que ces gens-là vivent du territoire, de peur qu'ils utilisent ça pour des revendications plus solides. Mais ma question par rapport au Van Goujar, Pierre-Alexandre, c'est que c'est une population qui arrive sur le territoire vers le 1860-1870, dans l'Uttarakhand. Ils sont d'origine indienne, sud-asiatique, semble-t-il. Est-ce qu'ils ont un mythe de fondation qui expliquerait leur origine, qui ils sont, d'où ils viendraient? Ben, puisque j'ai des problèmes avec la concision, là, je vais exceller, je vais dire non. Mais non, le mythe de fondation, je l'ai cherché et finalement, on bifurque beaucoup sur l'histoire, les histoires coraniques, si on veut. Hein. Donc, quand on recule plus loin, ben, ça s'est substitué, si on veut. Malgré des soirées passées autour de feu, je n'ai pas d'histoire de Jammu, je n'ai pas d'histoire. Il a fallu que je demande de façon explicite qu'on me parle de Nahan, qui est vraiment pas loin. Et puis, c'est un conte qui est connu que les Van Goujar, finalement, seraient arrivés. À l'époque, c'était l'Uttar Pradesh, là, mais l'Uttar Pradesh, Uttarakhand. Donc, ils étaient arrivés dans la région en passant par Nahan, en Himachal Pradesh. Il faisait partie de la dot d'une princesse de Jammu qui s'est mariée avec le prince de Nahan. Et on parle d'une histoire qui est quand même, encore une fois, très récente, là, 300, 340 ans, là, quelque chose comme ça. Or, ils auraient des liens avec Jammu, là, à quelque part. Oui, c'est ça, oui. Ça, c'est assumé. Jammu, là. Ils parlent Gojri, mais
les liens avec l'Himachal sont encore d'actualité avec Jammu, mais pas du tout. Okay. Quelques-uns de mes informateurs clés auraient déjà fait un voyage parce qu'il y a une institution culturelle plus forte à Jammu, mais en se retrouvant en terrain étranger, là, ils n'allaient pas retrouver une famille lointaine, quelque chose comme ça. Donc, ça recule. D'autre part, excuse-moi de te couper, oui, j'ai senti aussi que chez les Van Goujar, il y a une certaine, ou tout au moins chez une partie d'entre eux, il y a vraiment une velléité de mettre de l'avant leur artisanat, ce qui serait plus traditionnel, justement pour faire valoir cette identité distincte Van Goujar et que ça ait des incidences au niveau de la reconnaissance politique. C'est ça? Oui, puis c'est en tout cas peut-être que je n'ai pas été exposé à tout le monde, mais j'ai essayé de voyager beaucoup lors de mon terrain, puis tous mes voyages subséquents. Je suis retourné plusieurs fois après mon terrain de 2000, premier contact 2012, terrain 2013-2014, puis je suis retourné à plusieurs reprises. Et ça semble être quelque chose de très récent, en fait, là, que certaines associations mettent de l'avant justement l'artisanat. Je ne l'ai pas vu avant il y a 3 ans. Et là, tout d'un coup, ça devenait un des nombreux créneaux que les Van Goujar essaient d'occuper. Donc, cette mise en valeur d'une culture et même l'adoption de ce langage-là, nous avons une culture. Moi, j'ai beaucoup travaillé 2013 et 2014 avec des gens qui me disaient le contraire. Nous n'en avons pas de culture. Des gens qui me posent la question, et ça, imaginez-vous, anthropologue, vous êtes avec vos... J'ai un ami qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, malheureusement, mais son fils qui revient avec le cousin et tout le soir, il parle, puis à un moment donné, il me lance la question, il dit « Mais toi, tu as beaucoup lu à notre sujet, on est qui, nous? » Et là, c'est l'anthropologue qui doit répondre. Puis finalement, la question était stratégique. Hein? C'était parce qu'il savait que je travaillais aussi sur des droits forestiers et tout. C'est un peu, qu'est-ce que je dois dire pour avoir le plus de privilèges, de bénéfices, etc. Donc, c'est vraiment une relation très intéressante à leur propre histoire aussi, là, qui se construit encore aujourd'hui. Merci. Roujdia? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos présentations. C'est passionnant, c'est très intéressant. J'aimais beaucoup aussi plus par rapport à la partie Uttarakhand, Adivasi, etc. Ça m'interpelle plus juste parce que j'ai plus d'expérience dans ça. Moi, je viens de l'Inde. J'habite ici depuis très longtemps. Et présentement, je fais mon doctorat à UQAM en sociologie. Puis, en fait, c'est juste une question de curiosité. Je me demande, quand on est intéressé dans différentes choses de l'Inde, on fait la recherche, on passe quand même beaucoup de temps là-bas. Quel intérêt de votre part, intérêt ou je ne sais pas comment dire, mais comme à ce moment, comment c'est pour vous en termes de choses qui se passent en Inde? Est-ce que vous êtes toujours impliqué, vous êtes toujours intéressé de ce qui se passe, étant donné que maintenant, il y a beaucoup de trucs liés avec l'extrême droite, puis il y a beaucoup de choses qui se passent, je peux élaborer si jamais il y a besoin. Donc, je me demande, en fait, comme étant, puis je pose cette question vraiment comme dans mon posture de chercheuse moi-même, de doctorat, de comme, une fois on fait un genre d'ethnographie, puis comme anthropologue, etc., dans un endroit, comment on garde les liens? Est-ce qu'on garde les liens? À quel point? Puis comme, quelle autre implication, etc. dans notre terrain, en fait? C'est ça la question. Merci. Oui. Roujdia, merci infiniment pour cette question. Si vous permettez, là, je demanderai à Émilie et à Pierre-Alexandre de répondre brièvement. Je passerai aussi la parole peut-être à Catherine, à Vincent, par la suite, si ça vous dit de dire quelque chose en tant que chercheur sur le sujet. Émilie? Oui, moi, je peux répondre. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai continué à faire du terrain à distance à cause de Messenger et Facebook, là. Parce que tout le monde sur la planète est rendu sur Messenger maintenant. Fait que j'ai pu suivre là, toute la vie de la famille de mon ami là, à travers Messenger depuis 5 ans.
Puis c'est sûr que moi, je veux continuer à travailler sur la sorcellerie et la guérison au Meghalaya parce que c'est vraiment pour moi une terre d'adoption, là. Alors, c'est quelque chose que je vais continuer. Le lien n'est pas brisé, puis je pense pas qu'il va jamais se briser, là. Pierre-Alexandre? De mon côté, c'est assez difficile, surtout pour tout le bassin, donc les différentes populations qui habitent dans les shivaliks de l'Uttar Pradesh, parce qu'il n'y a pas de réseau, tout simplement, là-bas. Donc, j'ai continué à voyager, notamment pour ça. Et j'ai moins de contact avec les Van Gujars qui sont soit dans les colonies de réhabilitation ou plus près des villes. Les choses se sont passées comme ça. Donc, je suis de loin en loin, puis c'est le voyage. Puis j'ai l'intention de finir ce projet, donc de cartographier une autre rivière, d'en faire l'analyse, et ça durera 1 an, 2 ans à partir de maintenant. Ensuite, je ne peux prédire qu'est-ce que ça va être le reste. Peut-être que je me lierai plus d'amitié avec des Gujars qui sont sur les réseaux sociaux et ça aide toujours, ou je verrai au fil des projets. Ouais, merci. Vincent? Oui, ben moi, c'est sûr qu'avec les technologies aujourd'hui, là, il y a des possibilités de rester en contact. Moi, c'est sûr avec WhatsApp, par exemple, là, que je n'utilise pas nécessairement beaucoup pour moi, mais que j'ai des gens que j'ai rencontrés au Kerala où j'ai travaillé, avec qui je peux entrer en contact, surtout les plus jeunes. L'autre chose que j'ai fait, moi, c'est qu'avant de partir, j'ai donné ma caméra à un de mes informateurs avec qui je faisais des entrevues. Ce qui fait que j'ai continué à faire des entrevues. La personne, son travail, mais est intéressé lui aussi à continuer la recherche à temps partiel. Alors, des fois, je fais des nouveaux questionnaires, je retourne réinterroger des gens que j'ai déjà interrogés, ou même des festivals. J'ai des captures vidéo de festivals. Tu étudies un festival 1 année, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe l'autre d'après. Donc, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance donc d'avoir une très bonne relation avec certaines personnes, puis la relation a continué. Mais c'est sûr que j'ai hâte d'y retourner, là. Merci, Vincent. Catherine? Oui, merci Rougia pour cette question, c'est très intéressant. Je dirais un peu comme les autres, moi je fais du terrain en Inde aussi, je travaille avec des communautés musulmanes en Uttar Pradesh. J'y retourne depuis plusieurs années, donc j'ai développé des contacts avec des gens depuis des années. Il y en a avec qui c'est devenu des amitiés, d'autres c'est plutôt des contacts professionnels. Et je suis la situation, bien sûr, d'année en année, j'y retourne fréquemment. Alors, je dirais, il y a des contacts à travers l'ethnographie à long terme, des contacts profonds, très riches, très épanouissants qui se construisent. En même temps, je dirais qu'en tant que chercheur qui vient d'un pays riche, en tant que chercheur occidental, il y a aussi toujours des dynamiques de pouvoir. C'est sûr que quand on fait un terrain, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que ça leur apporte énormément aussi, qu'on puisse vraiment changer la situation, favoriser peut-être l'immigration au Canada, etc. Donc, il y a toujours à négocier aussi avec les attentes des gens, ce que nous, on peut apporter avec notre recherche. Et donc, c'est une situation à la fois très enrichissante. Je pense qu'on tisse des liens, je veux dire, on tisse des liens aussi d'entraide, là. Donc, moi, je supporte des familles financièrement quand je peux, etc. Donc, il y a des liens au-delà de la recherche qui se créent. Et en même temps, il y a toujours ces dynamiques nord-sud qui restent, qui se maintiennent, qui créent aussi des attentes et des déceptions. Donc, la recherche, il y a tout ça à la fois, ces tensions-là qui existent aussi et pour aller mieux. Ouais. Merci, Catherine. Et il y a également, moi, je rajouterais qu'il y a une réalité sociopolitique présentement en Inde, là. Et moi, personnellement, en tant que chercheur, c'est très difficile d'en faire fi. Et juste l'organisation de cette série sur les populations adivasi en territoire indien, jusqu'à un certain point, il y a une motivation de ma part de sensibiliser les gens à des enjeux politiques contemporains sur le territoire sud-asiatique. Alors ça, c'est très présent aussi, là. Ben, Émilie, Pierre-Alexandre, je vous remercie infiniment de vos 2 contributions aujourd'hui, là, très stimulantes l'une et l'autre. Et...